CIC, construisons dans un monde qui bouge. Le grand débat de l'entre-deux tours de la primaire de la droite, c'est ce soir. On est à peu près à un peu moins de 4 heures maintenant du grand rendez-vous et on s'intéresse aux hommes de l'ombre cet après-midi, mais aussi aux petits détails qu'il ne faut surtout pas négliger avant un tel rendez-vous. Avec nous cet après-midi, Aurore Gorius, bonjour. Bonjour. Journaliste et auteur de Les gourous de la com, 30 ans de manipulation politique et économique. Louis Osalter est également avec nous, bonjour. Bonjour. Journaliste au service politique de Marianne. Et puis Arnaud Medenetti, professeur associé à l'Université de la Sorbonne Paris 4, co-auteur de Communiquer, c'est vivre. On s'intéresse d'abord donc aux hommes de l'ombre, aux directeurs de campagne de ces deux candidats. On va s'intéresser d'abord à celui de François Fillon. Il s'appelle Patrick Stefanini. Est-ce qu'on pourrait parler d'un homme des missions impossibles? On le rappelle, c'est lui qui dirigeait la campagne de Jacques Chirac en 1995. Vous le savez, Jacques Chirac donné perdant par les sondages avant de glaner la présidence de la République. Il avait aussi suivi Valérie Pécresse lors des régionales de 2015. Est-ce que la remontée spectaculaire de François Fillon, c'est grâce à lui, d'après vous, Aurore Gorius? Il y a une conjonction de facteurs et puis dans l'entourage de François Fillon, dans l'entourage de François Fillon, il y a plein d'acteurs différents. Il y a aussi une communicante, Anne Méo, qui, à la tête d'Image 7, a déjà conseillé plusieurs politiques à droite, a conseillé notamment Alain Madelin, Gérard Longuet. Donc il y a aussi l'agence Image 7 qui s'est mise, qui a repris en main la campagne, de François Fillon au mois d'avril, au printemps. Donc il y a aussi un dispositif qui s'est mis en place au fur et à mesure et on voit bien qu'il est monté en puissance à partir de la rentrée, donc ça a joué aussi. Et c'est vrai que Patrick Stefanini a été celui qui a permis à Jacques Chirac probablement de faire la différence. En 95 déjà, Anne Méo faisait partie des gens qui avaient convaincu Alain Madelin de soutenir Jacques Chirac lors de la présidentielle et ça avait contribué à la victoire de Jacques Chirac. Donc ces gens se connaissent depuis très longtemps. Louis Osalter, vous avez récemment fait le portrait de Patrick Stefanini dans Marianne. Vous l'aviez appelé l'ex-homme fort de Juppé qui a fait gagner François Fillon. On le rappelle, effectivement, Patrick Stefanini est d'abord un proche d'Alain Juppé. Ouais, c'est un proche d'Alain Juppé, et puis depuis longtemps. En plus, il était son directeur adjoint de cabinet à Matignon en 95. Ensuite, Alain Juppé l'a placé au RPR pour qu'il surveille un petit peu comment ça se passe à la direction du parti. Entre 2011 et 2012, Stefanini a été préfet de la région Aquitaine, et c'était pas un hasard. Alain Juppé, il était maire de Bordeaux, il est toujours maire de Bordeaux, et du coup, ils ont pu travailler en bonne entente à ce moment-là. Donc, Patrick Stefanini est un proche historique d'Alain Juppé. Pourquoi? Alors, vous me direz pourquoi voilà. Il n'a pas travaillé avec Alain Juppé pour la campagne de la primaire. En réalité, Stefanini avait sondé les intentions d'Alain Juppé après que François Fillon lui a proposé de venir diriger sa campagne. Et ça, c'était en 2013. Sauf qu'en 2013, Alain Juppé n'est pas encore candidat à la primaire. Et lors d'un dîner à Bordeaux, je le raconte d'ailleurs dans l'article sur Marianne.net, lors d'un dîner à Bordeaux, Patrick Stefanini demande à Alain Juppé: écoute, François Fillon m'a proposé de diriger sa campagne, qu'est-ce que tu en penses? Et il essaye de savoir si lui-même sera candidat. Oui. Et là, Alain Juppé ne donne pas suite, ne lui dit pas qu'il sera candidat. Stéphanie part chez Fillon et il y restera. Effectivement. Et alors, on peut se demander s'il a un truc, s'il a une recette. Une partie de votre article peut donner quelques pistes. Donc c'est Stefanini qui parle. Hein. Nous, on fait campagne, on a tracté, on a diffusé un journal de campagne à plus d'1 million d'exemplaires, une armée de gus a arpenté la France dans tous les coins. Et puis il y a les fondamentaux. Fillon est plus raisonnable que Sarkozy, mais il est plus à droite que Juppé, ce qui correspond mieux à la situation du pays. Ça, c'est ce que disait Patrick Stefanini. Il m'a dit ça 2 jours avant le second tour, le vendredi. Le premier tour. 2 jours Pardon, excusez-moi, avant le premier tour. Oui, le second tour, c'est dimanche. Il me disait ça le vendredi d'avant le premier tour. C'était au lendemain matin du débat où François Fillon avait une nouvelle fois, pas crevé l'écran, parce que François Fillon, c'est pas l'homme qui s'agite partout, mais il était apparu dans les gagnants de ce débat-là et il commençait vraiment à y avoir un phénomène Fillon dans la dernière ligne droite de la campagne. Donc je demandais à Patrick Stefanini, mais qu'est-ce qui a fait la différence? Stefanini dit, certes, au cours des débats, les Français ont redécouvert un François Fillon qu'ils avaient un peu oublié, mais il insiste bien en disant tout ça, c'est le résultat d'une campagne de fond qui a été de labourer le terrain, de faire de la propagande politique pour François Fillon auprès des militants, de distribuer un journal de campagne.
Et en fait, la leçon à retenir, c'est que la campagne à l'ancienne, ça marche toujours. Surtout quand vous faites une primaire à droite auprès d'un électorat qui reste assez âgé. Il y a à peu près la moitié, je crois, des électeurs à la primaire qui étaient retraités. Donc ça ne s'est pas vraiment joué sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Ça s'est quand même beaucoup joué sur le terrain, beaucoup par la diffusion à l'ancienne. Patrick Stefanini, c'est un adepte de ces campagnes. C'est comme ça qu'il faisait campagne dans les années 90. Il a recyclé ces recettes-là. Et ça a marché. Ça marche. Arnaud Benedetti, effectivement, on a l'impression que maintenant les hommes politiques ne peuvent plus être seuls. Ils ont besoin de ces directeurs de campagne et toute une armée de communicants autour d'eux. C'est pas nouveau. Disons que ça fait depuis maintenant très nombreuses années et des décennies que la figure du spin doctors est apparue. Elle est apparue d'ailleurs aux États-Unis à la fin du 19e et au début du 20e siècle, avec un moment très précis dans l'histoire de la communication politique qui est extrêmement important, c'est 1917. Alors je vais vous dire pourquoi 1917, parce qu'en 1917, le président Wilson s'est fait réélire en 1916. Et il s'est fait réélire sur un programme qui était un programme isolationniste. Et il a fallu, en 1917, préparer l'opinion publique américaine à ce retournement de situation qui devait conduire les États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Et le président Wilson a mis en place une commission où il a fait rentrer un certain nombre de personnalités, des journalistes, des hommes de relations publiques. Et cette commission a eu pour mission de préparer l'opinion publique américaine à l'entrée en guerre. Donc on date, en règle générale, l'invention de la figure du spin doctor de 1917, de cette opération de communication à grande échelle sur l'ensemble du territoire des États-Unis pour convaincre et préparer l'opinion publique à un retournement de situation, bien évidemment politique, qui n'était pas prévu au moment des élections de 1916. Donc effectivement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et on pourrait même aller plus loin. Vous regardez, à la limite, est-ce que le père Joseph, qui était avec le cardinal Richelieu, n'est pas un spin doctor qui soufflait à l'oreille du cardinal? Donc on peut se poser la question, mais on n'ira pas jusque-là. En tout cas, c'est assez incontournable. Gilles Boyer, quand même, un mot de Gilles Boyer, puisque c'est le directeur de campagne d'Alain Juppé. Il a vraiment un profil, lui, totalement différent. On ne le connaît pas vraiment dans les médias, sauf à travers ses tweets, lui. Oui, alors c'est un fidèle d'Alain Juppé depuis des années. Il s'est fait une réputation sur Twitter. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy s'était un petit peu offusqué de certains tweets qui étaient... il aime bien parodier, il aime bien être dans l'ironie. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a quand même moins l'habitude des campagnes présidentielles que dans l'entourage qu'un Patrick Stefanini, par exemple. C'est pas quelqu'un qui a la même expérience, qui a été directeur de cabinet à Bordeaux, qui est aussi directeur de cabinet d'Alain Juppé au ministère des Affaires étrangères, mais c'est pas du tout la même expérience. Johan Hufnagel, qui est le DIRCOM actuellement d'Alain Juppé, est moins expérimenté aussi sur des campagnes, alors qu'Anne Méo, par exemple, on en parlait, pour revenir historiquement, refaire un petit retour historique. Anne Méo a fait la campagne de Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Elle était à l'Élysée, embauchée par le premier DIRCOM qui s'est installé à l'Élysée, qui s'appelait Bernard Rideau, et que VGE avait installé. Et Anne Méo devient attachée de presse à l'Élysée en 1976. Donc elle a cette expérience des campagnes, elle a travaillé sur la campagne de VGE, elle a fait tout son début de carrière en communication politique. Et du côté aussi, donc Patrick Stefanini n'est pas un communicant, il a beaucoup d'expérience, mais du côté de la com aussi, il y a beaucoup d'expérience avec Image 7, avec Anne Méo. Effectivement. Mais alors, on peut presque se demander si Alain Juppé vraiment est assez préparé par rapport à François Fillon. Il a commis quand même quelques erreurs assez grossières, où il communique des choses qui paraîtraient normalement des choses qu'on dit en off. Il les dit devant les caméras. Pendant ses meetings, il dit on m'a dit de faire ci parce que c'est bon pour mon image. On a l'impression qu'il ne maîtrise pas les codes de base. Oui, le trouble. Alors moi, je pense que au-delà de la communication, je pense que pas la défaite, mais le fait que Alain Juppé soit arrivé deuxième, loin derrière François Fillon au premier tour de la primaire, elle est surtout due à une erreur d'analyse de la sociologie de l'électorat de droite actuel. Donc on revient avec ce que vous disiez tout à l'heure. Exactement. Mais alors ça, c'est beaucoup. Ça aussi, ça dépend beaucoup des entourages. Et c'est là qu'on voit que les communicants ne font pas tout. Patrick Stefanini, en labourant le terrain, il permet aussi d'aller voir ce qui se passe sur le terrain, de faire remonter ce que disent les militants, ce que disent les électeurs, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Là, la communication, quand vous vous adressez surtout à des journalistes, quand vous restez beaucoup à Paris, quand vous êtes sur Twitter, vous n'avez pas forcément l'image objective de ce qu'est l'électorat de droite aujourd'hui et de finalement qui sont les gens qui vont voter. Les journalistes les gens qui ont voté dimanche, ce n'étaient pas les journalistes à qui les communicants s'adressent, c'était les gens de droite, voilà, plus de 4 millions d'électeurs. Donc là-dessus, il y a peut-être des leçons à tirer en matière de communication et de
qui faut-il écouter pour connaître les gens à qui vous vous adressez et puis à qui faut-il s'adresser. Je pense qu'Alain Juppé, et en ce moment je peux vous dire que dans son équipe et parmi ses soutiens, ils sont déjà en train de tirer les leçons de la chose et même ils se divisent en disant mais on a fait des erreurs stratégiques, on s'est adressé au mauvais public, en tout cas on ne s'est pas adressé au public qui correspondait le plus aux aspirations de la droite française aujourd'hui. Arnaud Benedetti, quelques secondes sur ce thème effectivement. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit sur les réseaux sociaux. Je crois que les réseaux sociaux n'ont pas joué un rôle fondamental dans la campagne en matière de mobilisation, mais par contre, ils ont certainement joué un rôle considérable dans la décrédibilisation de l'adversaire. Et moi, je suis frappé de la campagne qui a été menée contre Alain Juppé sur les réseaux sociaux. Vous savez, les réseaux sociaux, en fait, c'est une espèce d'outil et d'avant-garde qui permet de passer derrière les lignes ennemies et de déstabiliser un adversaire. Restez avec nous, on continue d'en débattre. On va s'intéresser également aux dernières heures avant le grand rendez-vous, le grand débat. Que vont faire les candidats? À tout de suite.